La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parlait. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Bonne émission, Franck. Merci Marcel Simplice, c'est le manager de l'endroit prisé aux deux plateaux, le Caféine. Merci à vous d'être là aussi avec nous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Hein. C'est la deuxième fois qu'on est là avec vous. Et l'émission, vous commencez à la connaître, c'est Toute la Cité en parle, un talk show d'1h30 qui allie avec beaucoup de joie, actualité, leadership, management, culture, sport, et tout ce que vous pouvez imaginer de la vie. Nous prenons l'essentiel de la vie pour en faire une émission, et ça devient une émission inédite. Et comme d'habitude, on commence par l'info pas de course. C'est au pas de course que nous recevons Noël Boli. Bonsoir Noël. Bonjour Franck. Oui, ça va? Impeccable. Impeccable. D'accord, on n'est pas seul, hein. On s'habitue maintenant à être trois ici quand même. Alors qui monte? Christian. Christian. Alors Christian, viens. Tout jeune, parmi les grands. Salut Christian, ça va? Tout jeune et c'est celui qui est en cravate. Voilà. En plus, il a mis une cravate rose en hommage. Octobre Rose. Ben Et voilà, l'Octobre Rose. au moins il y pense lui. Oui. Ben, tu n'y as pas pensé toi. Bah non, on n'a pas la cravate. nous. Ben, la cravate. Alors ce soir, l'info se conjugue avec la lettre D. D comme division. Division en Allemagne. Après 35 ans de réunification, les Allemands croyaient avoir mis derrière eux l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, mais que non, ce sera avec Christian tout à l'heure. Oui. Et division en Côte d'Ivoire, où l'opposition, en tout cas une grande partie de l'opposition, et le pouvoir ne se mettent pas d'accord sur l'élection à venir, et cela on en parlera aussi tout à l'heure. Et puis on ira loin d'ici en Italie pour retrouver notre correspondant, Laurent Debailly, qu'on a annoncé hier. Laurent va nous faire le tour de l'Europe en actualité, notamment ce bateau européen qui partait, qui est en route vers Gaza, dans l'Orient, au Proche-Orient. Et on va en parler juste après encore ce petit jingle qu'on peut reprendre. Facteur de proximité oblige. En Côte d'Ivoire, dès comme division entre l'opposition, en tout cas la grande partie de l'opposition et le pouvoir en place, ce sont les élections du 25 octobre prochain qui divisent l'opinion en Côte d'Ivoire et une manifestation que l'opposition a annoncée qui a été annulée par le Conseil national de sécurité. Ça, c'était le cas en Côte d'Ivoire. Forcément, dans la semaine, on y reviendra. On reste donc avec la lettre D comme division. Division en Allemagne. Les Allemands croyaient avoir laissé derrière eux 35 ans après cette séparation qu'il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale. Mais que non, Christian. Oui, effectivement, 35 ans après, il y a des doutes quant à l'unicité des deux parties de l'Allemagne. On le sait, il y a 35 ans, le 3 octobre 1990, il y avait la réunification de la RFR, la République fédérale d'Allemagne, et la République démocratique de l'Allemagne, ce qui a donné cette belle Allemagne que nous voyons aujourd'hui, qui est leader
l'intérieur de l'Union européenne. Oui. Alors, ce que nous constatons aujourd'hui, il y a de véritables scissions, il y a de véritables divisions, il y a de véritables frustrations. Alors, la première des choses, c'est qu'il y a des facteurs matériels. Les facteurs matériels Ça veut sont dire quoi, liés, matériel? c'est lié Ceux qui sont aux à l'Est ne sont finances. pas aussi à l'aise matériellement que ceux qui sont à l'Ouest. Effectivement, ils ne sont pas Il n'y a pas aussi eu nivellement de la richesse. Effectivement, il y a un déséquilibre. Par exemple, les salaires sont 17% plus bas que ceux de l'Ouest. C'est-à-dire à l'Est, on perçoit 17%, les salaires sont 17% plus bas que ceux de l'Ouest. Dans le même pays. Dans le même pays. En plus, les patrimoines à l'Ouest sont plus importants que ceux de l'Est. Et malheureusement, vous voyez qu'il y a une certaine migration, les jeunes vont découvrir... Tout le monde va à l'Ouest. Tout le monde va à l'Ouest. Et l'Est, c'est du peuple. Et l'Est se dépeuple. Alors, ouais, et je sais que c'était peut-être pas votre sujet ce soir, mais quand même, l'Allemagne, on l'a connue à l'époque, RDA, RFA, et réunification, tout le monde a applaudi. Non, mais Et, c'était la. c'est pas encore tout à fait parfait, quoi, on va Non, dire. mais à l'époque, c'était la grande force. Hein. Je veux dire, c'était la chute du mur de Berlin, c'était l'ouverture des partis démocratiques, c'était le multipartisme, parce que ça a quand même marqué une ère, il faut dire les choses telles qu'on les ressentait à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même dommage de s'apercevoir que 35 ans après, finalement, on n'a pas vraiment avancé dans ce système de réunification que j'espère trouvera une issue heureuse, parce que c'est quand même dommage que deux pays qui sont... Enfin, deux pays. Le même pays. On va dire le même pays, mais qui est deux considérations complètement différentes. C'est un petit peu dommage, mais j'espère qu'ils trouveront des solutions et que ça ira pour le mieux. C'est un peu les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette guerre mondiale qui ne va plus revenir, hein, parce qu'il y a des pas et d'autres. On l'espère. On l'espère. On l'espère. Plus de guerre dans le monde. Hein. Alors, plus de guerre dans le monde, l'espère. mais ce qu'il faut dire déjà, en Allemagne, il y a l'extrême droite qui est en train de prendre du terrain. Ils se basent sur ces frustrations pour s'ancrer. D'ailleurs, ils ont plus de 40% d'intention de vote chez les citoyens. Donc, ça a un danger. Il y a certains hommes politiques qui sont prêts à démissionner si l'extrême droite prend le pouvoir dans cette partie de l'Allemagne. Comme si l'homme n'avait pas encore tiré la leçon de cette grande guerre qui a fait tant de dégâts. Oui, mais j'ai envie de dire que l'extrême droite ne prend pas que l'Allemagne. L'extrême droite l'Europe, hein. prend l'Europe. Prend l'Europe, Il y a qu'en effectivement. Autriche, juste à côté, je crois que c'est l'extrême droite qui dirige. Donc l'extrême droite est en train de se ramifier dans toute l'Europe. Donc voilà, c'est pas seulement en Allemagne. Donc on espère que ça va pas être le cas, tout comme on espère que le bateau envoyé par des citoyens européens à Gaza trouvera peut-être une bonne issue, va arriver à bon port peut-être. Mais pour en savoir plus, Laurent, non pas Laurent, Noël et Christian, Oui. on va suivre Laurent Desbailly, notre correspondant en Europe. Laurent, est-ce que, déjà, tu vas te présenter à ceux qui nous suivent. On t'écoute, Laurent. Je suis Laurent Desbailly, journaliste ivoirien basé en Italie depuis 1984 et lauréat de plusieurs distinctions journalistiques dans le pays. Je suis également le présentateur du talk-show Nero su Bianco, consacré à l'analyse politique et sociétale, spécialiste des questions politiques en Italie et en Europe. J'interviendrai désormais dans l'émission Toute la cité en parle à travers des chroniques hebdomadaires consacrées à l'actualité brûlante du continent. Une rubrique incisive, rapide et éclairante, l'actu au pas de course, pour décrypter chaque semaine les faits marquants qui font vibrer l'Europe. Aujourd'hui, direction le Proche-Orient où une nouvelle tension s'est jouée en mer. Plusieurs navires de la flottille pour Gaza ont été interceptés par l'armée israélienne. La flottille pour Gaza est un mouvement international de bateaux civils qui, depuis 2010, tente de briser symboliquement le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza. À bord, on trouve des militants, des ONG et parfois des personnalités connues qui cherchent à attirer l'attention de l'opinion mondiale sur la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Une vingtaine de bateaux de la flottille pour Gaza ont été interceptés par la marine israélienne hier jeudi aux environs de 21h GMT. Près de 500 militants étaient à bord, dont Greta Thunberg et une dizaine d'élus français, parmi eux Rima Hassan, Alma Dufour, Farida Amrani et Melissa Camara. Israël a déjà expulsé 4 Italiens et affirme agir pour des raisons de sécurité. Les militants dénoncent une violation du droit international. La bande de Gaza reste sous blocus depuis plus de 15 ans, dans une situation humanitaire toujours dramatique.
Plus qu'un simple incident en mer, cette flottille met en lumière la persistance d'un blocus contesté et rappelle qu'au-delà des affrontements diplomatiques, 2 millions de Gazaouis vivent toujours dans l'urgence humanitaire. Merci Laurent, c'était depuis l'Italie. Laurent, on le rappelle, on l'a déjà dit hier, hein, Laurent qui est notre correspondant, il couvrira pour nous toute l'Europe. Hier, on passait quelqu'un qui était au Cameroun pour l'Afrique centrale. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en Europe. On va faire des émules, hein, toute la cité va en parler, n'est-ce pas? Bien sûr, non, mais c'est bon d'avoir un regard aussi varié, riche et varié, et ça nous ramène des informations quand même de première nécessité. Et là, quand même, on a un regard un petit peu au cœur de l'action. Donc c'est toujours bon pour nous de rediffuser ces informations-là à notre public de toute la cité en parle. La cité en parle, Christian? Oui, et surtout également que nous avons un public large à l'international. Et donc, ces informations tombent à pic pour les informer à chaud de ce qui se passe. Et naturellement, pour être aussi une force de proposition. Je vous promets, on va couvrir le monde, hein, au Canada, en Russie, en Chine. On sera partout pour vous, mesdames et messieurs. Et sur ce, l'actu au pas de course prend fin. Christian, tout à l'heure, on se retrouve? On se retrouve. Hein, tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Le plus jeune d'entre nous. Le plus jeune. Il cède sa place. Je te retrouve là, derrière le furtif. Ça marche. À tout à l'heure. Vous? Enfin, à tout de suite. Ce sera tout à l'heure. Vous l'aurez compris déjà, hein, c'est le jingle de l'heure de la cité. Notre heure ce soir va s'ouvrir sur un phénomène pas inquiétant, mais quand même très très dérangeant. Le manque d'eau dans certains quartiers d'Abidjan, mais bien avant quand même Noël Boli. Le furtif autour duquel nous sommes, c'est pas un nom au hasard. Hein. Non, ça rappelle les bombardiers, les avions américains, les avions, on va dire les chasseurs. Hein, chasseurs bombardiers. Mais en tout cas, on n'est pas des guerriers, mais enfin, c'était juste la forme, la pyramidale qui nous plaît. Quoi. Voilà. Okay. Et pour parler justement de ce sujet de ce soir, l'heure de la cité, nous allons recevoir Dr Yeboué Cyril, sociologue. Docteur, bonsoir, c'est vous? Bonsoir Franck. Vous conférez là-bas, comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon, d'accord, c'est vous. On sera plus serré, c'est mieux, non? Ouais. Vous êtes donc professeur enseignant à l'université Laurent Guédé de Daloa. Oui. Et ce soir, avec vous, on verra l'impact sociologique de ces manques d'eau sur nos populations, sur nous-mêmes. Mais on va également recevoir celle qui a fait le reportage, Manuela Tralou. Mettez-vous là. Ça va, Manuela? Ça va bien, monsieur. Et vous? Ouais, ça va. Super. Alors, on va donc s'installer tranquillement. Avant toute chose, on va voir ce reportage qui illustre ce que nous allons dire. On y va. C'est compliqué. Voilà, ça fait même 5 jours, actuellement, il n'y a pas l'eau ici. Généralement, ça vient le soir. Mais actuellement, même le soir, même, ça ne vient pas. Moi-même, voici mon bidon. Je vais pousser mon eau actuellement. Comment ça va? Si vraiment l'État peut nous aider, ça va beaucoup mieux. L'eau c'est cool. Parfois même pendant des semaines, nous sommes obligés d'aller chercher l'eau très loin de notre maison. Et pour que nous changeons parfois pour le matin. C'est pas facile. On est à petit voiture. On ne peut pas nous faire Mitao, mais vers le petit matin. Comme dans nos plots régulièrement, nous viennent tous les jours. Nous sommes à pas de changer. Ah, donc ces images que je trouve insupportables, hein, ces bidons rouges, jaunes, verts, en pleine ville d'Abidjan. C'était où déjà, Manuela, vous qui étiez en reportage dans ces endroits? D'accord. Déjà, bonsoir Franck, bonsoir chers chroniqueurs, ainsi que les différents téléspectateurs qui nous suivent. Eh bien, ça se passe dans la zone de Yopougon-Jesco. Ça se passe dans la zone de Yopougon-Jesco lors de mon immersion, où là-bas, l'eau est un véritable parcours de combattant. Là-bas, tourner un robinet relève presque du luxe. Avoir l'eau n'est pas un geste banal, une expédition de bidons.
bassine sur la tête, seau en main, où les habitants parcourent parfois de longues distances pour avoir accès à l'eau potable dans les points rares de leur quartier. D'accord. On aura compris, le décor est ainsi planté, on va en parler là. Oui. Ces images en plein Abidjan, la reportrice qui nous dit là que les gens parcourent des distances énormes pour retrouver de l'eau. On se croirait quand même, je sais pas, 50 ans en arrière quand même, non? Non, mais enfin, si je peux apporter un petit peu j'ai envie de dire, de réflexion technique, c'est que vous savez que les canalisations dans ces endroits-là, dans certaines villes de Côte d'Ivoire, malheureusement, n'ont pas été renouvelées. Donc, et puis, les habitations augmentent tellement rapidement que la démographie, à un moment donné, enfin, de façon sauvage, fait que le débit d'eau qui est calculé pour un certain nombre d'habitants n'est pas forcément suffisant. Donc, à un moment donné, soit ça pète, ou alors tout le monde ne reçoit pas de l'eau. Donc voilà, donc il y a des aménagements, il y a des travaux à refaire, mais des fois ça prend un peu de temps parce que bon, c'est des travaux quand même assez importants. Enfin, ça j'apporte vraiment j'ai envie de dire l'aspect technique. Manuela, maintenant derrière ça. Bon, disons, moi je peux dire que depuis 2005, hein, parce que moi j'ai fait un bout de... Depuis 2004 2004-2005, parce que moi j'ai fait un bout de mon enfance dans la zone. Cet endroit. Voilà, cet endroit-là. Donc je peux dire qu'il y a eu une petite amélioration, parce qu'avant même, l'eau ne venait carrément pas. L'eau ne venait carrément pas, mais maintenant, pour avoir de l'eau, il faut veiller jusqu'à tard dans la nuit. Jusqu'à 2h, 3h du matin pour avoir de l'eau. Oui, pour pouvoir avoir de l'eau. Docteur. Si je voulais finir un petit peu mon propos, parce que j'ai été interrompu quand même en plein vol, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que... Vous n'êtes pas écrasé quand même? Non, voilà. même si je suis sur le bombardier. Hein. Ah oui, je ne risque pas de l'être. Non, ce que je veux dire, pour être un peu plus sérieux, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il faut quand même revoir aussi les installations, d'accord, qui procurent de l'eau, hein, c'est-à-dire les canalisations d'AEP, hein, adduction d'eau potable. Et des fois, c'est un petit peu vétuste et on ne se rend pas toujours compte. Donc, du coup, ça crée des difficultés pour recevoir de l'eau potable. Donc, voilà, ça peut être une des solutions. Quelles que soient les circonstances, le constat est que ces gens n'ont pas de l'eau. Ah oui, non, mais ça c'est déplorable. Ça, par contre, c'est déplorable. Alors, déjà, première réaction, après ces images, tu vas parler de l'impact sociologique de ces choses-là. Déjà, la première réaction, c'est une réaction d'accès qui me fait dire qu'il y a un accès vraiment inégal au niveau de l'asservissement en eau potable au niveau de la ville d'Abidjan, ce qui va générer une fracture sociale assez visible entre les quartiers dits UP et les quartiers dits défavorisés. Parce que ces populations vivantes dans les quartiers défavorisés voient quotidiennement celles vivant dans les quartiers UP être asservies en eau potable, tandis qu'elles, nos populations des quartiers défavorisés, sont amenées à trouver des solutions souvent très très difficiles pour bénéficier d'un besoin fondamental qui est l'eau. C'est le premier regard. Oui, mais non, au niveau impact sociologique, quand on vit ça, comment on se sent? On se sent frustré et on se sent en colère. En colère parce que ces populations-là se sentent exclues et dévalorisées vis-à-vis des autorités publiques qui se doivent de leur assurer ce besoin vital-là. Malheureusement, elles voient leur robinet totalement sec et sont amenées à trouver de l'eau dans des conditions assez difficiles, souvent pas au risque de la santé, comme réglementé au niveau sanitaire, vous voyez. Et ça va provoquer frustration, colère vis-à-vis de la société de distribution d'eau, la SODECI d'abord, et aussi au niveau de nos autorités locales, très souvent les mairies, qui voient ces populations organiser des sit-ins en réclamant à tue-tête de l'eau. Et ça, c'est vraiment déplorable. Vous qui étiez dans ce quartier il y a quelques années, vous avez vécu ces événements-là. Oui. Racontez-nous un peu le quotidien d'une famille qui n'a pas de l'eau dans ces endroits. Déjà, pour une famille qui n'a pas de l'eau, le quotidien est vraiment difficile parce qu'avec une eau rationnée, on jongle entre ménage, nettoyage et lessive, ce qui est vraiment difficile. Et là, l'hygiène corporelle, on souffre en fait. On souffre. Voilà. L'eau, c'est source de vie quand on ne l'a pas. Un besoin vital. Il y en a quand même un peu partout aussi, même dans les quartiers UP, quelquefois il y a des coupures. Hein. Ah oui, mais pas autant que des coupures dites normales. Hein. Oui, mais normales. C'est ce que je disais à l'instant, je veux dire, c'est toujours une question de dimensionnement.
des canalisations. C'est-à-dire que la démographie, de façon, j'ai envie de dire de façon pas hasardeuse, mais de façon soudaine, n'est pas adaptée au dimensionnement qui a été prévu pour justement satisfaire toute la population, ou en tout cas la population dans certains quartiers, en eau potable. C'est malheureux à dire, mais c'est aussi ça, quoi. Je veux dire, on prévoit des canalisations de diamètre. Enfin, là, je rentre un petit peu dans la considération de l'ingénieur que je suis. On rentre quand même dans les diamètres 80, et après, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de personnes. Donc, il faut réadapter ça. Et ce n'est pas toujours évident, parce que là où 2 fois passent les canalisations, il y a des habitations un petit peu pas autorisées qui y sont. Donc, des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Mais en tout cas, c'est déplorable. Si on veut rester sur l'aspect humain, c'est déplorable. Comment ils font ailleurs? Ils respectent la démographie ailleurs. Bah oui, mais c'est ça, ils respectent la démographie ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a les grandes villes africaines, généralement, c'est comme ça. On se dit. Ah oui, l'urbanisation des villes, c'est un problème d'urbanisation des villes qui ne répondent plus à la croissance démographique galopante. Tout le monde vient en ville. Tout le monde vient en ville, et les infrastructures qui doivent servir à gérer ces problèmes d'eau-là n'ont pas connu aussi un dynamisme au niveau de leur évolution. Donc, on se retrouve avec un potentiel de 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière pour une population qui a évolué. Ça a été aussi peut-être favorisé, parce qu'il faut le dire, je veux dire, on est tous ivoiriens, ça a peut-être aussi été favorisé d'une certaine façon par la guerre, parce que la guerre crée des déplacés. Donc du coup, c'est un nombre de populations qui n'est pas forcément prévu à l'instant T qui se déplacent. Donc cela, malheureusement, ça fait qu'il y a plus de personnes. Et les canalisations, encore une fois, ne sont pas toujours adaptées. Et les villes où il n'y a pas de déplacement à l'intérieur du pays, comment ça se passe? Oui, il y a aussi ça, parce qu'il faut créer aussi, enfin, c'est pas à moi de le dire, mais je veux dire, dans mon imaginaire d'être humain, il faut créer aussi non, mais c'est vrai, il faut créer aussi des richesses dans ces endroits-là, pour ne pas qu'il y ait des déplacés. Ah, bien sûr. Ok, c'était juste quelques infos, pas de course, hein, on va terminer rapidement. Donc, l'impasse sociologique, juste pour répondre, un résumé de ce que vous avez dit. Déjà, fracture sociale, inégalité dans l'accès à l'eau, ça génère de la frustration et de la colère vis-à-vis des populations qui sont très souvent considérées comme des chouchous de l'État, qui ne souffrent pas de la coupure en eau, d'électricité. Et les populations des quartiers défavorisés qui se sentent exclues de ce programme-là. Hélas. Et là, c'est exclu parce que bon, on est tous humains, citoyens. On devrait avoir accès aux mêmes choses. Exactement. Mais je crois que l'effort doit être collectif. D'accord. Manuela, merci beaucoup d'avoir fait ce reportage. Mais juste un dernier mot quand même, avant de partir. Moi, j'aimerais aussi encore attirer l'attention de l'État. Voilà, dans ces zones-là, c'est vrai que ils ont eu à faire quelques efforts. Par exemple, dans la construction, ils ont eu à investir dans la construction d'ouvrages de drainage d'eau pluviale. Mais bon, il faudrait qu'ils aient encore un regard vraiment concernant les distributions des eaux potables dans la zone de GESCO. On va dire aux gens de GESCO, votre fille qui était avec vous, on dit, elle est à la télé. Maintenant, à la télé. Merci beaucoup, docteur. Merci. L'endroit où elle a vécu. Docteur, je le rappelle, parce qu'en fait, il est enseignant à Daloa. On ira le voir à Daloa. Toute la cité, on parle, ira le voir à Daloa. Tout le déplacement que vous venez à Abidjan, c'est alloué. On viendra vous voir. Toute la cité, on parle, viendra à Daloa. Merci beaucoup. Nous sommes prêts à vous recevoir à Daloa. Et ce sera avec plaisir. Ceux qu'on va recevoir maintenant, on les appelle les ébonies. Et on va les recevoir après cette musique. D'accord. Ok. Merci bien. J'ai une plume pour écrire, une belle plume pour bien écrire. Cette musique, c'est l'hymne des ébonies. Les ébonies que je vais recevoir maintenant. La première, Marcel Aka, Super Ébonies 2020. Comment ça va? Bien, président. Super Ébonies 2020. Je suis un ébony. Raphaël Tano, Super Ébonies 2022. Et l'actuel Super Ébonies, Faustin Eouman. Salut Faustin. Alors, je vous invite à vous installer autour du furtif. Deux là, un ici.
le temps que je vous prépare une surprise. Asseyez-vous là. Ouais. Pour la télé, j'écris, je parle, je crève l'écran. Je suis un oiseau. C'est votre hymne, hein? Tout à fait, c'est ça. Raphaël? C'est ça, oui. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, Président. Bonsoir, Claude Franck About. Ouais, je vous présente Noël Boli. Super Ebony 2026. Le Pas encore futur. arrivé, mais c'est dans les tuyaux. Enchanté. C'est lourd ces trophées-là. Oui, c'est vraiment. Quand on est comme ça lauréat, se sent comment? On voit que c'est passé, mais bon, on peut revivre le temps, non, Marcel? Oui, c'est une satisfaction morale parce qu'on s'est dit qu'on a travaillé, on a bossé. Et... On va vous débarrasser de ça. Et vous voir à pas que l'écran, ça vous cache le visage. Bah oui, C'est ça. Sinon, on ne verra pas. On ne va pas vous voir. On a travaillé, on a On va les bossé. mettre ici. Voilà. Bah, quitte à ce que ça me cache le visage, moi j'en sais rien. C'est ça. D'accord. Le président, Allez. il est bien connu. Peut-être pas ici, mais comme ça. Ok. Ouais. On devrait aller, oui. Voilà. C'est une satisfaction morale et on peut dire qu'on a atteint le sommet de notre art. D'accord. Et ce soir, on a une surprise pour vous. Votre hymne est déjà dans le tuyau, pour prendre le thème de Noël. Mais ce soir, on vous fait un live sur votre hymne. Et pour cela, Charlie Guitare et Sabaran sur la scène. Par ici. Il faut être ici pour exister. Tout à fait. J'ai une plume pour écrire, une belle plume pour bien écrire. J'ai un bec pour parler, un bec pour parler juste. J'ai un plumage, un beau plumage pour la télé. Je crie, je pars, je crève le camp. Je suis un oiseau libre dans le ciel. Je suis abonné, je suis abonné, je suis abonné, super abonné. Je suis abonné, je suis abonné à Babi pour la vie. Et ma plume est fraîche et mon bec c'est la vérité. Bon ici je prie de mille lumières, une plume, un bec, un bon plumage, un oiseau libre dans le ciel. Je suis abonné, je suis abonné, je suis abonné, je suis abonné. Je suis abonné, je suis abonné, je suis abonné, un super abonné. Je suis abonné, je suis abonné. Bravo. Bravo, Siravan. Bravo. Bravo, Charlie. Bravo, Merci. bravo, bravo, bravo. Les abonnés vous disent merci. On va repris le hymne de cette manière en pop. Bravo. Merci pour tout. Bravo. Alors, cette chanson, c'est pour vous. Je suis Ebony, j'ai un bec pour parler, j'ai une plume pour écrire,
J'ai un plumage, un beau plumage pour crever l'écran. Oui. Très belle chanson. Oui. Je crois que la première fois qu'on l'a entendue, c'était à l'édition 2023. Édition ou... non, c'était avant toi, ça. À l'édition de l'IME, voilà, c'est ça. où l'IME était consacré Super Ebony. C'est une belle chanson qui touche l'âme, qui a été écrite par le cercle des Ébonies, dont vous êtes le président. Oui, c'est le président qui a... Non, c'est le cercle qui a écrit. Des siècles, ok. Voilà. Alors, C'est une œuvre du siècle. C'est le cercle qui du cercle des Ébonies. Le cercle des Non, mais Ébonies. disons la chose clairement. Voilà. Faustin dit quoi? Disons la chose clairement. Oh, on l'a dit clairement. C'est une œuvre du cercle Le des grand Ébonies. frère. C'est qui a écrit la chanson. Et je vais vous présenter encore Raphaël Tano, Super Ebony, mais en même temps écrivain. C'est ça. Et Faustin Eouma, il est le jeune frère de Venance Conan, qui était l'un des tout premiers Ebony des Côte d'Ivoire. Aussi écrivain. Hein? Il écrivait Écrivain également. également. Écrivain également. C'est ça. Faustin écrivain comme Venance aussi. Hein. C'est ça. Et Marcel Aka, Super Ebony, en 2020, Oui. qui s'occupe tellement de choses. Elle est Moi, spécialisée dans plusieurs domaines, elle voyage beaucoup. Effectivement. C'est pour dire que les Ebony, en dehors de la presse, sont adossés à beaucoup de très bonnes choses. C'est ça. Alors, Faustin, quand on a un frère qui a été l'un des tout premiers Ebony, et que des années après, on vient suivre le même chemin, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui nous a poussé vers là? Comment on regarde le grand frère? Dites-nous un peu. Aujourd'hui, la question, c'est pas comment je regarde le grand frère, c'est comment le grand frère me regarde. Ah, c'est ça, Aujourd'hui, oui. tout a changé parce que, voilà, c'est avec une immense joie, beaucoup de fierté qu'il m'a reçu chez lui à la maison pour me célébrer en famille. Mais avant ça, à la cérémonie, il y était. Il a même voulu me porter au dos ce jour-là. Mais vu ma masse, il ne pouvait pas. C'est un peu comme l'histoire se répète. Pour dire à quel point il était heureux. Effectivement, on a l'impression que l'histoire se répète parce que Venance a eu ses premiers Ebony autour de 34 ans, 35 ans. Moi également. Je l'ai eu aussi à 34 ans, 35 ans. Belle coïncidence. Et donc, Venance, au-delà d'être mon frère aîné, il est un mentor. Il est celui qui a fait de moi un homme parce que il était mon premier employeur quand il était déjà à Fraternité. Vous avez eu un dévancier qui vous a guidé. Il m'a guidé, il a pleinement joué ce rôle-là et je n'ai jamais senti à un seul moment de sa vie, de son parcours, qu'il a failli à ce niveau-là. Et pour lui, c'était... j'ai même l'impression que me voir Ebony lui a fait beaucoup plus plaisir que lui-même ses propres Ebony. Mais oui, bon. Alors, je laisse Noël Boli qui lui... Super Ebony 2026. Oui, le petit Ebony, il n'est pas encore... Qui doit être curieux de tout ça. Noël, là, je vous le livre. Oui, enfin, je suis curieux parce que c'est vrai qu'il y a j'ai pas envie de créer le conflit, hein, loin de là, mais en même temps, il y a les Super Ebony, et puis il y a le prix des Super Ebony, puis il y a le prix des meilleurs journalistes. Alors, quel prix? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Les Super Ebony, c'est les meilleurs journalistes. Oui, non, mais je veux dire, il n'y a pas un prix parallèle. Non, en fait, il parle des prix sectoriels. Oui, on va considérer ça ainsi. Est-ce que tous les journalistes, ma question est, est-ce que tous les journalistes sont inscrits dans le cercle des Ebony? Non. Déjà, il faut qu'on explique que le cercle ne recueille que ceux qui sont déjà lauréats du prix. D'accord. C'est-à-dire que quand on n'est pas lauréat du prix, on n'est pas introduit dans le cercle. On n'est pas du cercle. C'est ça. C'est un cercle d'initier les Ebony. C'est très élitiste. Voilà. Donc, il n'y a pas de prix. Mais enfin, ils sont très élitistes. Ils viennent de dire qu'ils sont très élitistes. En fait, c'est le prix Ebony. Le super Ebony ensuite. Donc, ceux qui sont détenteurs du prix Ebony font partie naturellement du cercle des Ebony. D'accord. Voilà. La seule dame de... Parce qu'il y a le super Ebony, et puis il y a le Ebony presse écrite, Ebony radio, télé. Ebony télé. Oui. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'Ebony. Non. Oui, il y a différents types. Le super de l'année, c'est... Il regroupe tout ça. Voilà. C'est le meilleur de tout ce monde. C'est ça. La seule femme de ce plateau furtif, Marcel, oui. Quand on est aussi multi-dimensionnel, j'aimerais dire, parce qu'il faut tellement de choses, et qu'on est super Ebony, ça reste dans l'histoire. C'est ça. Quand on se voit aujourd'hui, le genre, quelquefois, arrivé à la surface, une femme super Ebony. C'est différent de l'homme super Ebony? Oui, il faut dire que c'est
C'est différent et c'est pas différent. Vous voyez, il faut dire qu'il y a quelques années en arrière, il n'était pas évident qu'une femme soit sacrée Super Ebony. C'est ce qu'on croyait en Griff. Mais il a fallu en 2011, je crois, 2011. Déjà 2011, oui, 2011 avec Irène Bat, qui a été sacrée première femme Super Ebony, meilleure journaliste de Côte d'Ivoire. Et après Irène Bat, il y a eu la rupture. Nous avons eu Setou Baoro, il y a eu Masseline Guéprousse, Bénédicte Bolou et moi Marcel Aka. Vous voyez, donc ça fait beaucoup là. C'est-à-dire que nous encourageons nos sœurs à dire, on leur demande vraiment de s'investir, de travailler, de se donner comme corps et âme pour être meilleures. Parce que ne suffit pas d'être femme et puis attendre des faveurs. Il faut travailler, s'affirmer dans la société à travers ces activités. Raphaël, qui lui est aussi écrivain. C'est ça. Écrivain Super Ebony. Oui. Bon, c'est pas mal comme titre. Oui, c'est pas mal. Et je suis en ce moment en train de faire la promotion de mes livres. L'homme au parfum de Charognard, qui est sorti en 2022, édité par les... L'homme au parfum de Charognard. Ouais, par les éditions. Mais on n'a pas un exemplaire. Un exemplaire. Vous n'avez pas un exemplaire avec vous? Reflète TV aurait un exemplaire. Il y a également Il faut sauver Marine, qui a été manuscrit d'or en 2009. Et je suis en pleine promotion de mon livre. Il faut dire que pour concilier le Super Ebony et ma casquette d'écrivain, ça me fait plaisir, énormément. Et c'est aussi le lieu de lancer un appel. On a vu le grand frère Venance Conan, qui est un écrivain très talentueux, qui est connu par tous les Ivoiriens quasiment, et qui est un super journaliste. On a Zata, on a Eouman qui est écrivain. Donc j'incite mes confrères à assister également à l'écriture. En plus, les journalistes sont les témoins de l'histoire. Les journalistes sont les témoins de l'histoire. Donc il faut marquer cela. Vous êtes aussi écrivain, juste quelques titres de vos ouvrages ou de... Alors, je fais une rectification. En fait, en ce moment, je ne veux pas me prévaloir du titre d'écrivain, on va dire auteur. Je suis auteur. Je suis à un seul livre. Et c'est l'histoire d'Abidjan.net. On a raconté l'histoire des deux fondateurs du site internet à succès qui s'appelle Abidjan.net. C'est l'histoire de Gilles Alexandre Mdia et Daniel Awassa. Voilà, ce sont deux jeunes Ivoiriens qui ont eu un rêve fou à une époque où il fallait être vraiment dingue pour penser à lancer une telle entreprise. Et aujourd'hui, notre société était en perte de valeur. Il fallait présenter ceux qu'on considère de manière subjective comme des modèles, de véritables modèles de réussite. Et on a fait leur biographie. Le livre s'est bien comporté depuis 2022, il est sorti. Il avait déjà été best-seller en précommande, déjà. Alors, une des dernières questions, quand même, avant de vous laisser partir. Quel est votre secret quand on est comme ça, vu comme les meilleurs journalistes du pays? Donc, en Côte d'Ivoire, il y a près de 800 et quelques, non, 1000 journalistes à peu près. Il y a quelques-uns qui sont désignés comme les meilleurs. D'accord. Je pense que c'est le travail. Le travail. Hein. Le travail, il faut être volontaire au travail et tout ça. Parce que moi, j'ai fait la spécialisation au niveau de la pêche, l'aquaculture, l'économie bleue. Et la plupart de mes productions pour les bonis ont porté sur cette thématique-là. Donc c'est une passion pour moi, il faut travailler. On veille pratiquement. Parce que l'employeur ne va pas te donner le temps de te préparer pour les bonis. Non, non, non. Il faut trouver un temps. C'est ça. Fixe-toi des objectifs. Je suis journaliste. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter qu'au compte rendu. Non, 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 il faut aller au-delà du factuel. Parce que le journaliste est un acteur de développement. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner les décideurs à l'élaboration des stratégies et autres? Donc, c'est à travers nos productions, mais il faut aller au-delà du factuel. Il faut creuser. C'est ça. J'ajouterais qu'il faut aimer son métier. Moi, je vois beaucoup de confrères qui viennent dans le métier, malheureusement pas par amour, hein. Ils viennent chercher d'autres choses. Quand tu n'as pas l'amour du métier, tu ne peux pas franchir des obstacles. Tu peux pas. L'amour du métier, est cherché au-delà du quotidien. Voilà. Ça permet de franchir des obstacles. Voilà. Alors, moi je pense que dans ce métier-là, briller relève exclusivement de la responsabilité du journaliste. Il est rare de voir des rédactions qui accompagneront jusqu'au sommet leurs journalistes, quoique ça existe. Chez nous, à Fraternité Matin, depuis quelques années,
il y a un comité qui est en place, qui pousse, qui encadre tout le monde, mais ce n'est pas le cas dans toutes les rédactions. Et donc, le journaliste qui veut briller doit comprendre, il doit en tout cas se résoudre à cette réalité-là qui est que sa carrière, sa réussite, son succès dépend exclusivement de lui et de lui seul. Alors pour ceux qui sont candidats dans l'édition qui arrive, des conseils des confrères qui sont passés par là, qui ont eu les prix. Avant vous, il faut travailler, il faut aller au-delà du quotidien, de la rédaction, prendre les initiatives, se donner un temps personnel en dehors de la rédaction pour chercher autre chose que ce qu'on voit d'habitude. Et les éléments qui gagnent, juste ces derniers mots, quels sont les éléments qui gagnent à priori? C'est l'originalité. L'originalité. Oui, ne pas faire du suivisme. Oui, c'est ça. Il faut mettre l'accent. Moi, j'ai mis l'accent sur l'originalité parce que je ne connaissais pas les prix sectoriels auparavant. Parce qu'il y a le prix travail des enfants, un prix... on va rester sur le prix Ebony. Moi, j'ai plutôt mis l'accent sur l'originalité du sujet. L'originalité. Et puis la compréhension du sujet. Et comment tu comprends, comment tu le rends, la structuration même de l'article. Il faut que l'article soit bien élaboré, bien illustré, bien soutenu. Alors, avec Marcel, on va arrêter l'originalité. Oui. Bon travail. Avec Faustin? Oui, on parlera de pertinence aussi. De pertinence. Originalité, pertinence. La pertinence et le caractère actuel aussi du sujet. C'est ça. Parce que le journaliste, Raphaël vient de le dire tout à l'heure, c'est l'historien en fait... du quotidien. Voilà, du quotidien. Et donc, le sujet doit être à la fois original, pertinent et surtout utile, actuel. Pour ceux qui vous lisent, pour ceux qui vous écoutent, pour ceux qui vous regardent. Lorsque le sujet a un pied dans l'actualité, je pense que c'est aussi bon. Et Raphaël? Oui, c'est cela. Et moi, je dirais qu'il faut toucher une frange importante de la population. Moi, j'ai fait un sujet sur la pollution de l'air qui a été primé. La pollution de l'air. C'est parce que ça touchait un nombre important de personnes dans la ville de l'Abidjan que le sujet a été aussi primé. Donc, il y a cet aspect-là, en plus de l'originalité. Mais globalement, moi, je dirais que le travail de terrain paye. Celui qui fait le travail de terrain, il aura tout le temps des prix. On vous aura donné les recettes pour gagner le prix Ebony. Et avec mon ami, on va se lever pour vous ovationner. C'est pas toujours quand on a des Ebony, des gens qui sont reconnus dans leur métier comme les meilleurs. Et on va écouter encore un bout de cette team. On va remettre la team des Ebony pour que, à ce son, j'ai une plume pour écrire, une belle plume pour bien écrire. J'ai un bec pour parler, un bec pour parler juste. J'ai un plumage, un beau plumage pour la télé. J'écris, je parle, je crève. c'est une plume, un bec pour parler et un beau plumage pour faire de la télé. Merci Serge Ebony. Merci. Je vous accompagne un peu jusqu'à là, parce que c'est un plaisir de vous recevoir. Le temps que vous récupériez vos différents trophées, ce sont des objets rares, ça, vous voyez. Voilà. Oui, les galons. Tout à fait. J'aurais bien voulu expliquer, mais enfin, c'est vos galons, allez-y avec. Merci Marcel. Merci bien, merci président. Raphaël. Merci. Et à très vite. À très bientôt. C'est sur cette belle musique des Ebony, arrangée par David Taïro et chantée par José de la Tour. Maintenant, elle s'appelle Essie. Essie. C'est Essie qui a mis sa voix sur des paroles du siècle des Ebony. Merci Essie, merci David Taïro. Maintenant, on va écouter la cité qui va parler, les échos de la cité. On l'a dit, hein, la cité, ça parle, ça dort jamais. Ça ne dort jamais. Ça parle. Ça parle des sujets importants. Ça parle des sujets importants. Les sujets importants. Et nos chroniqueuses seront portés par nos chroniqueuses, qu'on appelle les citizennes. Les citizennes. It is time for citizens. Bon, bon,
On est en francophonie. On est en France. On est en francophonie. Non, on n'est pas en France, nous sommes en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pays francophone, on se permet quand même de parler français de temps en temps. Mais les citoyens, les voici. En première, nous avons Josiane. Josie, comment tu vas? Oui, je vais super bien. Super bien. Ça va? Oui, ça va. Ok. Ah, d'accord. On se fait de bisous. Ben, moi, je dirais pas. Chevoli. Chevoli, il est toujours loin. Il est toujours loin. Les bisous de loin. Bisous de loin, mais même pas. Hein. On va recevoir celle qui sera tout près de toi. Racha. Waouh. Oh. Comme ça, le mot. Oui. Waouh. Aujourd'hui, je veux que vous voyez un peu. Mais alors, Racha, Franck, il a toujours les comment dire, les premiers bisous. Hein. Mais bien sûr, c'est Franck quand même, c'est pas... C'est vrai, c'est quand même Franck. Voilà. Mais Molly, quand même, parce qu'il est un peu jaloux là. Pour un peu de plaisir, je te ferai une bisou. Mais ça va, il n'y a pas de jaloux. Ça va, on La précision de Josie. Oui. Impeccable. Impeccable. Marie-Claude Kassi. Yes. Un peu tous. Ah, mais c'est fini déjà les applaudissements. Bah, voilà, Pékin s'est décidé de faire un bisou aujourd'hui. C'est tellement rare qu'il faut le prendre avec bonheur. Il va se fâcher là. Non, mais ça ira. Ça ira. De loin, beaucoup de cœur. Coucou les filles, vous êtes des belles. Merci. La cité est installée. Super belle. La cité va parler. Et de quelle voix? Des vives voix. Ouais. Elles sont belles, hein? Ah, merci. Hein. Pika. Toujours. Racha. Josiane. Ouais. Je laisse la Nous sommes gâtés. Noël Boli. On est gâtés. Bah, Noël Boli est toujours prêt. Toujours frais. Ouais, toujours frais. Bien habillé en plus. J'ai pas des problèmes d'eau chez moi. Josiane. Non, c'est vrai, c'est pas un sujet marrant. Bonsoir aux citizens, aux téléspectateurs également. Nous allons aborder les questions du monde diasporique. Encore composé de citoyens afro-africains. Voilà. Nous allons parler d'un sujet intéressant, la biculturalité. La biculturalité, c'est quoi? C'est l'expérience d'un citoyen qui bénéficie d'une identité biculturelle. Alors, donc, pour approfondir... On n'aura pas expliqué, hein, on tourne en rond, là. Elle fait de la politique, là. Pour approfondir mes propos, je dirais que bénéficier d'une identité biculturelle, c'est le fait de s'expatrier, de s'être installé assez longtemps dans un autre pays que son pays d'origine et de côtoyer d'autres cultures. Un Ivoirien qui pas d'Abidjan, qui a l'Abidjan dans le cœur, et ailleurs, et du là-bas, il devient aussi citoyen de cet ailleurs. Hein. Il y a deux cultures. Ça. Et ça peut être aussi le cas d'enfants nés de parents de différentes nationalités. On peut parler également de biculturalité. Ça peut être également aussi d'un mariage, voilà. D'accord. Des mariages mixtes? Oui, un mariage. Vous donnez cette belle jeune dame que vous voyez là? Ah, bien sûr. Une belle métisse. Mais on dirait que tu es un peu biculturel, hein? Ou bien un peu, elle est carrément, elle est blanche et noire. Ça se voit tellement. Ah, effectivement. Excusez-nous. On n'en avait jamais parlé. C'est quoi qu'on est ainsi? Alors, il y a quand même des avantages. Quels sont les avantages? Les avantages, on peut dire que ces personnes qui ont la possibilité de bénéficier d'une identité biculturelle abordent la différence avec beaucoup de respect, beaucoup d'empathie. On peut les décrire aussi comme ayant un potentiel de réflexion assez fluide. Une richesse? Ouais, une richesse culturelle, l'enrichissement culturel, oui. On peut dire aussi qu'ils ont une facilité d'adaptation dans tous les milieux, hein, parce que le fait d'avoir peut-être côtoyé un Indien ou un Burkinabé te donne cette efficacité de te tenir dans tous ces milieux. C'est des avantages. Dites-nous à peu près, qu'est-ce qu'on en tire? Qu'on est aussi deux races en soi. Alors, les Noirs m'appellent la blanche. D'accord. Les Blancs m'appellent la noire. Donc déjà, il y a ça. Mais aussi, j'ai quand même des avantages. Par exemple, dans le travail. Pas ici, hein. Ah ouais? Mais oui, j'ai quand même des avantages dans mon entreprise. Parce que tu es métisse? Je ne vais pas rentrer dans ça. Je n'ai pas compris.
Oui, j'ai quand d'accord. même certains avantages du fait que je sois métisse. Ah bon? Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai. Ok. Mais c'est quoi les avantages? Simplement parce que tu es métisse? Oui. Oui, d'accord. effectivement. Je comprends maintenant En fait, pourquoi les femmes baoulent beaucoup. je peux avoir quelqu'un Comment? qui a... Comment t'as dit? Je dis, je comprends maintenant pourquoi les femmes baoulées aiment beaucoup les hommes En fait, on blancs. peut avoir quelqu'un qui a l'équivalence de mes diplômes, mais je peux dire que Il y a un avantage certain. il y a un avantage certain. Je veux pas... Mais c'est vérifié, ça? Non, mais elle dit qu'elle ne veut pas rentrer. Non, mais au-delà de ce qu'elle a dit, mais est-ce que c'est vérifié? Franck, moi, d'habitude, c'est vous qui posez les questions, mais là, je vous pose la question. Est-ce que c'est vérifié? Moi, je ne suis pas métisse, donc je ne vais pas savoir. C'est une belle métisse qui dit que c'est un avantage. Mais moi, je la crois. De toutes les manières, on le sait, hein, on ne va pas se le cacher. On sait que les métisses ont toujours eu la possibilité de s'intégrer aussi facilement. Appartenir à deux races, c'est déjà une richesse. À cause de la couleur de peau, on ne sait pas si les Africains ont un problème ou un complexe avec... C'est pas ça. Moi, j'ai l'habitude de parler avec tout le monde, de toute façon. Et... moi, particulièrement, je parle pour mon cas. Je vais toujours parler pour mon cas parce que je ne généralise pas, parce que je ne connais pas les statistiques. Les statistiques. Voilà. Donc, pour mon cas, j'ai parlé avec certaines personnes. Je pense que c'est une certaine confiance. C'est un avantage. C'est juste toi, si tu as la confiance en toi et tout, on aura forcément le même salaire. Parce que tu te vends toi. Mais moi, je dis ça parce que les gens ont tendance à penser que nous, on a un surplus de confiance, on est trop bien dans nos bottes, alors que moi, je suis une tremblotine, en fait. Je suis une peureuse, voilà, mais j'avale ma peur et puis je fonce. Les gens pensent que c'est parce que je suis de ce teint-là, mais pas du tout. Tout le monde peut avoir cette confiance-là. D'accord. Mais ça, en même temps, ce qu'elle dit, c'est assez intéressant, mais en même temps, c'est un peu dommage, quoi. Je veux dire, parce que là, elle parle un petit peu du monde professionnel, c'est-à-dire que dans le choix des personnes, c'est juste par rapport à la couleur de la peau. Non. On estime que par rapport à cette couleur de la peau, on a forcément peut-être une connaissance supérieure à l'autre. Non. Une compétence supérieure à l'autre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut avoir les mêmes diplômes et la manière de s'exprimer différemment. Moi, je n'aurais pas peur d'un employeur. J'aurais pas peur d'un employeur, j'aurais pas peur de dire... Non, je dis ça, quand je dis ça, c'est simplement parce que, bon, imaginons, on prend un employeur qui a une peau blanche. D'accord. Un employeur qui a une peau blanche. Moi, j'aurais pas peur de lui dire, tac, tac, voilà ce que je veux. Tandis que... moi aussi. Enfin, je sais pas, moi aussi. Heureusement pour vous, parce que peut-être que vous avez fait l'Europe, vous avez côtoyé certaines personnes. Il faut savoir, il y a des mots que je n'ai pas envie d'employer, mais il y a certaines choses qui ne se disent pas. Il y a un avantage certain d'appartenir à deux races. C'est ça. Deux valent mieux qu'un, non? Effectivement. L'inconvénient non, pour terminer avec un autre point aussi, en termes d'avantages. Oui, parce que c'est un sujet beaucoup plus profond que ça. Je crois qu'un jour, on devrait quand même qu'on le développe. Je pense que c'est un peu trop sensible pour que je m'aventure dans ce sujet. Pour terminer avec un autre point aussi, concernant les avantages, il y a quand même le potentiel linguistique qui donne des opportunités dans le domaine du travail. Voilà, surtout dans le contexte international, c'est important aussi. Mais quand c'est quelqu'un qui a vécu en France et qui vit en Côte d'Ivoire? Mais qui s'est intéressé quand même à la langue. Si tu en Côte d'Ivoire, on parle le français, non? Oui, mais vivre en France, forcément, tu vas rencontrer des personnes de différentes cultures. Si tu as eu la possibilité de grandir dans un milieu où il y avait des anglophones, nécessairement, la langue va t'intéresser. Et puis, enfin, voyager, c'est instruit. D'accord, ok. On prend ça comme ça. Ouais, voyager, c'est un brassage des cultures, c'est toujours utile. Alors, il y a des inconvénients malheureusement. Rapidement, parce qu'on aura pour tout le temps pour ce sujet, on en a trois. Il y a quand même un sentiment de conflit interne, le fait d'appartenir à une double culture. On ne sait pas qui on est finalement. On ne sait pas, voilà, si tu restes baoulé ou tu restes américain. Donc il y a un petit sentiment de conflit interne. Il y a l'inconvénient, pardon, je me reprends, excusez-moi. Tiens un peu d'énergie. J'ai été intimidée par M. Bolin. Alors, t'inquiète, il y a aussi... N'aie pas peur, lâche-toi. Les commentaires. Ah, ok. Il y a aussi...
Il a aussi grand pouvoir. Non, je plaisante. C'est de la rigolade. C'est pour se détendre un peu. C'est de la rigolade. Sérieux. D'accord. Alors, dans l'inconvénient, rapidement, ce serait? L'inconvénient, on a parlé de se sentir déraciné. Il y a des difficultés à s'intégrer dans certains milieux. Voilà. Il y a aussi, sur le plan politique, il y a des aspects qui on ne va pas citer. On ne va pas en parler à cette émission. Sur le plan politique aussi, il y a des aspects qui interviennent. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et demander aux citizens de rester connectés pour demain. Et on va leur présenter un autre thème assez intéressant aussi qui concerne le monde diasporique. Mais pour terminer, la diversité culturelle est un atout à conserver. Un atout important à conserver. On était en train de prendre cet aspect politique. Puisqu'on parle de politique, l'homme politique de ce plateau, c'est MPK. 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 Ah, j'ai cru qu'on allait appeler. D'ailleurs, c'est la seule qui a un stylo. D'ailleurs, c'est la seule qui a un stylo. Elle commence à faire de la politique sur le plateau, elle veut qu'on applaudisse d'abord avant qu'elle commence. C'est l'assurance, ça. Oui, c'est ça. MPK, oui. Alors, comme vous le savez, cette année avec moi, vous allez découvrir la politique dans tout son sens et tout, pas la politique pédagogue. La politique à l'école. Justement, la politique à l'école, pas la politique pédagogue. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'exigence vestimentaire en politique. OK. Déjà, vous avez mis du gris et du rouge. Le rouge, vous savez ce que ça signifie en politique? Le rouge, pas vraiment le rouge, mais enfin... Ça incarne l'autorité. Là, il y a le gris qui est une couleur neutre. Et en dessous de la veste, il y a du rouge qui dit, regardez-moi, il y a l'autorité. Voilà, je veux être neutre, mais en même temps, il y a le rouge qui est là, qui démontre que je suis autoritaire. Écoutez-moi, écoutez ce que je dis. C'est moi qui gouverne ici dans toute la cité en parle. C'est ce que votre tenue mais ça fait un peu totalitaire. Ça fait un peu totalitaire, là, du coup. Alors, en politique, on dit souvent que la première impression est la plus durable. Or, cette première impression passe par l'habit. Quand on voit un leader politique, quand on voit un homme politique, la première chose qu'on voit, son visage, ses vêtements, sa tenue, qu'est-ce qu'il porte. Voilà. Et chaque tenue des hommes politiques a forcément une signification et est aussi un moyen de communication. En fonction des différentes cultures, c'est en fonction des différentes cultures que nous portons des vêtements et tout. Par exemple, avec nos costumes. C'est exactement ça. Si le président malien, le président de la République ivoirienne ou encore le président ghanéen sont invités à Paris par le président français Macron, ils auront des tenues différentes. Par exemple, le président ivoirien, lui, qu'est-ce qu'il va porter selon vous? Un costume? Parce que c'est justement, parce que c'est la tenue officielle et tout. Peut-être qu'il va mettre des couleurs un peu sobres comme le gris ou encore le bleu, qui aujourd'hui est une couleur de costume beaucoup portée par les hommes d'État avec une cravate rouge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont retenu la leçon, le rouge pour s'imposer. Voilà. Et on a de l'autre côté le président malien, par exemple, qui lui portera sûrement une tenue, je ne dirais pas traditionnelle, mais un boubou ou encore, vous voyez, généralement vers les pays de l'AES, généralement ils portent beaucoup ça, les boubours et tout, ils ne s'identifient pas ça en fait. Et le président gagnant, lui, il mettra des accessoires, un pankita et des accessoires qui ont une signification pour dire voilà, je viens du Ghana, ici nous sommes culture, justement, c'est comme ça qu'on s'habille. Effectivement. Donc du coup, vous voyez que chaque tenue qui est portée par les hommes politiques renvoie à un message en fonction du lieu où ils vont, en fonction de l'auditoire, de la population, des personnes qui le reçoivent. Par exemple, dans la période électorale, quand un leader politique ou encore un candidat aux élections présidentielles se met en t-shirt avec sa photo sur ce t-shirt-là et il va à la rencontre des jeunes et que ces jeunes ont porté aussi ce même t-shirt avec sa photo, ces jeunes se retrouvent en lui. C'est une forme de rapprochement. Je suis comme effectivement, par derrière, c'est un message qu'il envoie. Il est en train de leur, voilà, par derrière, il est en train de leur envoyer un message. Je suis comme vous, je suis au chômage, venez dans mes bras, mes petits enfants, je vais vous donner du boulot, je vais vous aider. Donc, en vrai, vous voyez que
En politique, c'est comme ça, c'est c'est très important. Certaines personnes pensent que c'est la communication verbale, parler, non. Pourtant, les tenues sont aussi des moyens de communication. Même très souvent, quand les politiciens ou encore les leaders politiques portent des pagnes avec leurs photos là-dessus, c'est On bon. va dire Il y a que tout un la message tenue derrière. est un vecteur de communication. Effectivement, c'est un vecteur de communication et souvent, ça incarne la crédibilité en fonction des couleurs, en fonction des accessoires qu'on met. Il y a plusieurs significations, le sérieux, la crédibilité et tout ce qui va avec. Et il y a un exemple, bon, je ne sais pas si je peux donner l'exemple. Ainsi parlait MPK. Oui, ainsi parlait, je vais laisser l'exemple. C'est mieux comme ça. Si MPK, justement, comme elle est dans la communication politique, là, elle risque d'exploser l'heure qui nous est... Mais je pense qu'à cette allure, je pourrais me présenter aux élections, peut-être Alors là, pas c'est de une ma autre vie. histoire. Avec la tenue que tu as portée aujourd'hui, ça ne risque pas d'arriver. Alors, Racha est allé nous découvrir, ou découvrir des pépites du monde de la peinture. Ben, c'est cela. Oui. Alors, chers citizens, aujourd'hui, je vous embarque à la rencontre de deux artistes, Chinon et Ezan. Et aujourd'hui, leur exposition, c'est Au fil des rencontres. Au fil des rencontres est un fil fin, fort et puissant qui relie les âmes et transcende l'univers culturel ivoirien. Chinon et Ezan sont des jumeaux qui s'inspirent de leurs rencontres significatives pour traduire à travers leurs œuvres la beauté de leur art. Au cours de cette exposition, vous aurez l'occasion de voir des œuvres à 4 mains et des œuvres faites individuellement. Des œuvres à 4 mains. Explique un peu. À 4 mains, les deux artistes se mettent sur une toile et peignent la toile ensemble. C'est quelque chose de magnifique, de très beau. Et vous aurez les images là, tout de suite, que vous pouvez voir sur l'écran. Voilà. Et si vous voulez voir davantage, si simple, rendez-vous dans la galerie route de votre explorateur Internet. Waouh! 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 Merci. Racha, tu vois, là, ce que tu as mis là, ça signifie quoi? Alors, ça signifie rien du tout. Non, en politique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je veux dire, il faut savoir que je suis une artiste, j'adore l'art, j'adore tout ce qui est expression artistique. Et je voulais vous montrer simplement mon art et ma gracieuse. Non, mais le colis, il est magnifique. Merci. Le colis, il est magnifique. Merci, En plus, c'est pas cher du tout. Chinon et Ezan, c'est ça dont tu Chinon et Ezan. Ce sont des jumeaux, hein, je précise. Et ils ont fait l'INSAC. Ah, d'accord. Ouais. Et qui d'autre a fait l'INSAC ici sur cette... C'est moi. On peut t'arrêter, hein. C'est bon, ça va, là. Mais c'était bien, hein. On est parti voir la diaspora, pour voir les avantages, les inconvénients. On a vu les politiciens qui veulent s'habiller d'une manière ou d'une autre, pour communiquer. Chinon et Ezan nous ont emballés dans leur univers à 4 mains. Artistique. À 4 mains, ensemble, ça nous toile. C'est génial. On ira voir tout ça ensemble. Bah oui. Je vous ai dit, non, vous regardez sur votre explorateur Internet, vous tapez Galerie Hoop et vous verrez l'exposition. C'est en permanence. Hein. C'est original. Ah oui, bah voilà. Ce qui est aussi original ici, c'est ce que nous appelons le chassé-croisé. Chassé-croisé. Toute la cité en parle. La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Force à vous forcer. Ça va la fille? Ça va? Yes. Ça va? Wow. Toute la cité en parle. Ouais. Toute la cité en parle. C'est où? C'est vrai. On a Force à vous. Non, ça va. Moi, c'est C'est vous la puissance là, rouge. Femme fatale et tout ça. Ça va? Jeanne Montero, ça va? Je me porte comme un charme. Ouais. Mais j'ai eu un problème technique avant d'arriver ici en fait. J'ai eu des problèmes avec mes chaussures. Les chaussures. Mais finalement, Jo Montero, elle a toujours des problèmes, c'est incroyable. Non mais je vais défiler un peu et vous allez applaudir pour mes chaussures parce que j'ai vraiment souffert. Okay, Merci alors, d'applaudir. vas-y Applaudissez donc, les on va chaussures s'il voir. vous plaît. Voilà, les escarpins. Qu'est-ce que Zoomez dessus s'il vous plaît. J'ai souffert pour avoir ces chaussures. Alors, la musique, on va voir. Hein. Ah oui? Aussi? Oui. C'est un piège ça. Voilà. Oh là là. Toute la cité en
Oui. Comment vous trouvez la danse de Joanne? Ah ouais? Oui. C'est une bonne danseuse, de la vérité. Avec la classe. Oui, mais c'est Noël, c'est pas trop ça. Hein? Tu as respecté la chaussure. Elle a esquissé quelques vieux pas. Mais bon, on sent qu'elle a le move en elle quand même. Franck, tu sais ce que c'est le move? Les vrais moves. Ah oui, moi je suis un mover. Je suis un mover. Je vous dis, lui à Paris avant, c'était un super danseur. Vous les connaissez, j'étais même recommandé à l'époque. Ah oui. J'étais même recommandé. Montre-nous un peu. Oh non, beaucoup de choses sont passées par là. Oh là là. Maintenant, il faut beaucoup de avoir un sauces cachet. sont passées par là. Beaucoup d'achèques et poissons sont passés par là. Non. Bois du bissap. Le bissap. On est très heureux de vous avoir ce soir, les filles. Nous également. C'est le second groupe des Citizen. Yann Montero, Monica et Ghislaine. On a dit hier déjà Ghislaine mannequin, du Burundi, Monica, mannequin aussi, pourquoi pas. Et puis Yann Montero, mannequin aussi. En talon. En talon. On parle de beauté d'abord. Ah oui, on parle de beauté et aussi, aujourd'hui, je vais vous parler de la dépigmentation de la peau. Je n'ai pas compris. La dépigmentation. La dépigmentation, c'est quoi? C'est quand on se décape la peau, non? Oui, exactement. C'est quand on se tcha. C'est un langage de rue. C'est un langage de rue. Alors, qu'est-ce que ça amène les gens à faire ça? La dépigmentation de la peau, désigne la perte partielle ou totale de la mélanine, le pigment naturel qui donne à la peau sa couleur. Ce phénomène peut être naturel ou artificiel. Et ses origines sont... Et quand pourquoi on provoque ça? On n'est pas fier de sa peau? C'est ouvert. Non, je veux dire, c'était le débat de tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on a un complexe, on a l'impression que tout ce qui est clair brille ou est meilleur. Et ben voilà, c'est ça. Je veux dire, après, ce sont les conséquences. Non, c'est pas que mannequin n'est pas jolie, là? Si, elle est très jolie, justement. Elle est très jolie, mais je veux dire, c'est ce combat-là qu'il faut mener, quoi. Oui, justement. Pour dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être clair de peau pour être joli. On reste soi-même. Voilà, on reste soi-même, quoi. Je veux dire. Monica. Oui. Donc, quand on arrive à se changer la peau. Oui. En fait, moi, je pense que c'est un complexe d'infériorité pour certaines personnes. Ça peut être aussi des femmes comme des hommes. C'est pas forcément des femmes qui se... Est-ce qu'on est plus beau qu'on est clair? Oui, parce que... Ah oui? On est plus beau qu'on est clair? Non, c'est ce que les gens... Non, moi, je le dis pas. J'ai failli faire une attaque. Non, pas du tout. Pour ceux qui le font, quoi. Ceux qui pratiquent. Vous avez un beau teint, Cateron, vous avez des très beaux teints. Elle a un très beau teint, elle aussi. Donc, on doit s'accepter soi-même. Parce que c'est le nom d'acceptation de soi-même qui emmène l'homme à se dépigmenter. Et enlever... Ici, pour exister, il faut être soi-même. Oui. Bien sûr, nous, on est soi-même. Enfin, Franck... Avant peut-être de savoir comment elle a fait, le mannequin, pour résister à cette tentation de s'enlever la peau naturelle. Dans le métier, quand même, il y a une tentation. Tout le monde est peut-être, je sais pas, plus ou moins... Bon, je dirais pas parce que, tu sais, dans le mannequinat ou quand tu dois représenter, par exemple, des marques ou quoi que ce soit, c'est ta particularité qui fait la différence. Tu peux être clair et ça va avec... ça dépend. Comme tu peux être albinos... Et c'est ça qui va faire que ça soit bien. Tu peux être comme ça. La particularité. Oui, c'est la particularité. C'est bien dit ça. Il ne faut pas être commun, il faut être particulier. Non. Il n'y a pas de critères proprement dit. Non. Alors, ensemble, on va écouter Joanne Montero, qui a une particularité. Elle est la petite fille d'un grand journaliste africain, Aboubacar Kanté. C'est Aboubacar ou Boubacar? Boubacar Kanté. Boubacar Kanté. Le A, il est trop. La petite fille d'Aboubacar Kanté, qui a été un grand journaliste sportif, toute l'Afrique. Pas connu. Pas connu, tu n'es pas ici. Si. Franck, j'ai quand même une culture footballistique, journalistique assez avancée quand même. Alors, Yoann, ce grand-père, vous nous en parlez un peu, vous en gardez quoi? Est-ce que vous l'avez connu vraiment? Bon. Malheureusement, je n'ai pas connu ce grand homme qui a su influencer le terrain footballistique. Je pense à M. Noël
qui aime beaucoup, beaucoup le football. Donc quand je parle de Boubacar Kanté, franchement, c'est la référence. À chaque fois que vous parlez de football, moi, c'est... Désolée, hein, mais ma star pour moi, c'est Boubacar Kanté. C'est naturel quand même. Moi, c'est naturel. Non, faut être fier. Faut être fier de sa famille. Et je veux dire, c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'en même temps tu deviens ma star. Mais il a le mérite d'être ma star, d'accord? Oui. Je ne l'ai pas connu physiquement. Donc, ce qui fait la particularité de la chose, j'ai connu mon grand-père dans la bouche des gens, comme on dit, dehors. Donc, je prends un taxi. Et puis, je demande au taxi, mais excusez-moi, est-ce que vous connaissez Boubacar Kanté? Et le taximan, il est en mode, waouh! Mais ça me replonge dans des souvenirs, mais incroyables. Ce monsieur, à cause de lui, on éteignait nos télés juste pour l'écouter. Non, c'était la radio. À cause de lui, tu éteins ta télé, quoi. Voilà, on veut l'écouter. J'ai pas connu ça, malheureusement. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ça? La sensation de la radio. Oui. Franck, comme non, Franck, c'est pas, parce que Franck, il n'a jamais été un adepte du foot, il ne peut pas savoir, lui. Bon, ben, j'ai fait mes recherches, j'ai eu à écouter sa voix, et dès que j'ai écouté sa voix, je répète, c'est pas parce que c'est mon grand-père. Bien sûr. Mais quand j'ai écouté, j'ai eu l'impression d'être dans un autre monde. Je me suis dit, mais attends, c'était vraiment mon grand-père, ça? Mais il formait un duo, pour dire à Franck que je le connais vraiment, avec un certain Jean-Louis Touré. Ah, c'était magnifique. Jean-Louis Touré, Boubacar Kanté, ça berçait mon enfance. Avant que j'aille en France, bien sûr. C'était magnifique. C'était le journaliste d'un autre niveau. Et ce grand-père, grand journaliste, vous a touché un peu bien sûr. Dans votre marche vers ce métier. Bien sûr. En même temps, moi, j'ai fait la communication parce que j'ai toujours aimé lire, d'accord? Au début, j'aime bien la lecture. Mais ne me posez pas des questions sur des auteurs ici. Non, mais c'est très bien. Mais je veux dire, j'ai toujours aimé la lecture. C'est très bien. J'ai toujours aimé regarder des séries et tout ça. Ça, c'est moins bien. Donc la télévision. C'est moins bien. Donc, sauf toute la cité en parle, bien sûr. Regardez toute la cité en parle, bref. Donc, j'ai toujours aimé regarder la télé, j'ai toujours aimé les livres. Mais quand tu grandis, à chaque fois avec le nom de Boubacar Kanté, c'est notre fierté. Boubacar Kanté, c'est celui qui a fait remonter notre nom Kanté. Nous sommes des stars à cause de Boubacar Kanté. Tu te dis un jour, mais lui n'est plus là. Et si moi, je devenais cette personne, en fait, dans la famille. La place, quoi. Et voilà, me voilà, toute la cité en parle. Mesdames et messieurs, je vous présente Boubacar Kanté féminine. L'héritière, la remplaçante de Boubacar Kanté. Bravo, Joanne. Merci beaucoup. Joanne Montero, Boubacar était guinéen. Joanne Montero, ça vient d'où? Bon, ça, c'est papa. Je suis capverdienne. Capverdienne, côté père. Capverdienne, guinéenne, de maman. Oh là là. Bon mélange. C'est un cocktail explosif. Guinéenne, burundaise, c'est ça? Oui. Bravo, toute la cité en parle. Antillaise, Camerounais, Togolais. Oui, moi je suis une antillaise. Pourquoi pas? Burkinabé. Oui. Il y a le Grand Lac, vous avez dit ces beautés assez typiques. Oui. Des petits nez bien pentus, des visages. La beauté. Non, voilà, non, mais nous on préfère les nez épatés, les nez larges. Non, on a de tout, hein, on a de tout. Qu'est-ce qu'on va dire du Burundi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Le Burundi, bon, c'est mon pays. C'est un petit pays, coincé entre le Rwanda et le Congo, c'est ça? Oui, mais on a frontière avec le Rwanda, avec la Tanzanie et le Congo. Et c'est un petit pays, vraiment, j'invite tout le monde à venir visiter, parce qu'on entend le Burundi, beaucoup de gens ne connaissent pas. Hein. Des fois, tu vas dans des pays, tu dis Burundi, on dit « Ah, c'est quoi ?» Tu vois, parce que c'est un petit pays, mais quand tu arrives là-bas, tu ne veux même pas quitter. Qu'est-ce qui marque, qu'est-ce qui symbolise ce pays-là? Qu'est-ce que vous avez comme la danse de la vache. Il y a la danse de la vache ou le fauteuil? Non, c'est l'accueil des gens. L'accueil? Les gens, les personnes, le climat, tout. Par exemple, je peux comparer avec la Côte d'Ivoire. Le fait même que je me suis installée ici, c'est que j'ai retrouvé... Le Burundi ici. Oui, parce que vous êtes à Kéan. Franchement, un gros de Burundi en Côte d'Ivoire. C'est beau, ça. Ce soir, on ne vous fautera pas direct. D'accord. Ok. Je vous invite dans la capitale de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro.
Annie Kofi, qui est Yamoussoukro pour toute la cité en parle, vous envoie en balade à travers les rues de Yamoussoukro. Ah, super. Toute la cité en parle. La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Force à vous forcer. Forcer. Tu vas aimer. Et bon, toute la cité en parle. C'est comme ça. Toute la cité en parle. Force à vous. Toute la cité en parle. Force à vous. Toute la cité en parle. Toute la cité en parle. Checkez ça. Checkez ça. Force à vous. C'était ça. C'était ça. C'est comme ça. Ah. C'était ça. C'était ça. Ah. Va qu'elle perd ta tap. Toute la cité en parle. Force à vous. Toute la cité en parle. Toute la cité en parle. Force à vous. Toute la cité en parle. Signez les ondes sonores. On n'invente rien. On témoigne. La cité parle. Nous on l'écoute. Il est RDB. Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire, on a vu ça chez notre angle. Hein, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu exactement, Yamoussoukro là? On a vu Yamoussoukro dans toute sa forme, dans toute sa diversité et dans toute sa splendeur. Et vous êtes à Yamoussoukro, vous allez nous permettre de bénéficier d'image de Yamoussoukro réellement, comme ça, à chaque fois comme ça. Hein? Oui, je compte bien vous servir. Parce que Yamoussoukro, c'est une belle ville. La capitale, de toute façon. On n'a pas le choix, hein, il faut en parler. Effectivement. Toute la cité en parle. Oh, ouais, attends, ouais, la cité doit en parler. Forcément. Notre cité est à Yamoussoukro, il faut qu'on en parle. Bien sûr. Non, en plus, dans sa vidéo, on a vu qu'il y avait des endroits où on mangeait bien. Je t'inviterai, Ghislaine, si S'il bien te sûr plaît. tu es d'accord. Avec Monica aussi. Ah, bien sûr. Sans Franck, bien sûr. Tu auras 2 filles en rouge, attention au danger. Hein. Non, il y a des bons endroits. On a découvert des super endroits. Et on espère qu'Annie va nous y accompagner. Eh bien, avec je plaisir. me suis donné pour mission de vous faire découvrir tous ces beaux endroits de la Côte d'Ivoire qui sont cachés. Donc, ne vous inquiétez pas, vous serez servis. On ne sait pas qu'il y a On y compte bien. On y compte bien. On On est quasiment en fin d'émission. Annie, merci beaucoup. Merci, on attend ces choses que vous nous avez promis hein, en direct ici. On fera le tour de la Côte d'Ivoire avec vous. Votre caméra, sur votre épaule. Avec pour nous faire plaisir. découvrir. Ce sera les bons plans d'Annie. Oui, les bons plans de Annie. Annie qui se balade partout, juste pour vous faire plaisir, chaque week-end. Donc, restez scotchés. C'est scotché Parce à que toute la cité en parle. La cité parlera. Ah, la cité parlera. Non, vas-y, quand même, ça fait un bout que tu... Voilà, vas-y, je te laisse le temps de conclure. Pas de conclure, mais d'apprécier le rouge. Le rouge. Il ne va pas finir. Le rouge avec la... Ghislaine, il faudra qu'elle nous fasse un jour la danse de la vache. Oui. Mais ça, comment ça se danse déjà, Ghislaine? Elle a déjà fait ça hier. Comment ça se danse déjà la danse de la vache? Non, avec les talons et la robe, c'est pas possible. Non, mais il faut esquisser quelques... Non, je vous ai dit qu'on imite les cornes. D'accord. Mais sinon, c'est l'élégance. Tu vois, la vache, quand elle marche, c'est... L'élégance. Ah oui. L'élégance de la vache. J'imagine. Bon, l'élégance. Au moins, on a retenu. Au moins. Quelque chose. Tout comme on a retenu Yamoussoukro, ces belles images. Et ces dernières images de cette émission ce soir, ce seront Charlie et Seraban. Beat hop on top of dum 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 ba dum ba 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 bum ba da da dum bum 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 bum. Beat hop on top of dum bum bum. Beat hop on top of bum 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 bum.
nights are so dark, especially when in the park. Them so rough, them so round, and the shivers for the water. See he goes, eat inside the primrose, rather than have a piece of joy. Watching even news, life, oh life, avec moi, oh life, oh life, do, life, oh life, oh life, oh life. I'm still but just choose girls. I'm the rose in the road. Let's go walk down the dirt. I give her a red day. All I take and I'll be all it down. Anytime and anywhere. Never pass the kitchen pee. Make it jumpy, I don't care. Life with me, oh life, oh life, oh life. Do, to life, oh life, oh life, oh life, oh life, oh life, oh life. Sort of hard life, Charlie. C'est Ali Guitare. Oui. Voilà. En tout cas, c'était très bien. On a beaucoup aimé. Et on va vous retrouver comme ça tout le temps. Ça sera beaucoup de plaisir d'ailleurs. Toute la cité va forcément en parler. À partir de cette nuit-là, toute la cité parlera de vous. Voilà. Merci. Et mesdames et messieurs, c'était donc ce soir l'une des versions de Toute la cité en parle. C'est une émission assez spéciale. Hein. Information, distraction, et on finit en variété comme si c'était une émission de variété. Mais c'est tout ça qui fait Toute la cité en parle. Et on va finir, comme d'habitude, avec cette musique. Toute la cité en parle. Il faut être ici pour exister. Allez, bon, la cité parle, mais nous, on l'écoute. La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Force à vous forcer. Forcer, allez, monte là. Elles sont où les autres?